Palerme, Sicile, une ville où les façades baroques dissimulent des pactes scellés dans le sang, où la peur ne se crie pas, elle se transmet d'un simple regard, où les rues, les commerces, les prix, obéissent à une loi non écrite, une loi absente des codes pénaux, mais gravée dans les cimetières. Depuis plus d'un siècle, la Cosa Nostra règne sur cette terre depuis l'ombre. Personne ne les lit, personne ne la nomme, mais tout le monde la connaît. Un empire invisible, bâti sur le chantage, le silence et la mort. Aujourd'hui, vous allez découvrir sa structure, ses chefs, ceux qui l'ont affronté et en ont payé le prix. Ceci n'est pas une histoire de fiction, c'est une guerre réelle, et elle n'est pas terminée. Chapitre 1. Le réseau invisible. Palerme, capitale de la Sicile. Une ville de près de 700 habitants, avec ses églises séculaires, ses marchés chaotiques et ses touristes distraits. Mais sous ce tumulte, bat un autre système, clandestin, implacable, qui régit l'économie depuis des décennies. La mafia sicilienne ne perçoit pas les impôts, elle les impose. 80% des commerçants de Palerme versent chaque mois de l'argent à l'organisation. Ce paiement porte un nom, le pizzo. C'est un tribut obligatoire, un prix pour la tranquillité. Si vous ne payez pas, vous le savez, vous ne rouvrirez plus jamais la porte de votre commerce. Ou pire, vous ne reverrez plus jamais votre famille. Dans les quartiers populaires, tout le monde le sait, mais personne ne l'admet. Les caméras de télévision enregistrent des réponses évasives, des silences, des plaisanteries forcées. Ici, on paie le pizzo? Pizzo? Non. Ici, on a de la pizza. Vous connaissez quelqu'un qui est payé? Ce n'est pas mon affaire. Personne ne parle. Mais tout le monde sait, la Cosa Nostra n'impose pas seulement la peur. Elle contrôle les prix, les routes de distribution, les embauches. À Palerme, même le prix de la viande peut être fixé par un clan. Et derrière ce système se cache un réseau familial, organisé en familles territoriales, avec des hiérarchies strictes et des codes de conduite inchangés depuis 50 ans. Tout se gère avec une logique d'entreprise, mais sans avocat ni réunion de conseil. Ici, les erreurs se paient dans le sang. Chapitre 2. L'homme qui a dit non. Pendant des années, les commerçants de Palerme ont accepté le chantage comme s'il faisait partie du bail. Ils payaient pour survivre. Un système d'extorsion si banal qu'il n'était même plus dénoncé. Mais un jour, quelqu'un a dit non. Son nom, Vincenzo Conticello, propriétaire du restaurant Antica Focacceria San Francesco, un lieu emblématique du centre historique de Palerme. Une affaire familiale depuis plus de 5 générations, un symbole de la ville et une cible parfaite pour la mafia. Tout a commencé comme toujours. Une visite discrète, une conversation ambiguë, une offre de protection. Le message était clair. 50 € pour les années impayées. Et 500 par mois à partir de maintenant. Conticello le savait. Refuser, c'était risquer sa vie. Mais il savait aussi que payer signifiait la perdre tout autant, seulement plus lentement. Il a décidé de les affronter. Et pas seulement. Il a décidé de les enregistrer. Avec l'aide des carabiniers, il remplit le restaurant de micros dissimulés. Des caméras installées dans les encadrements de portes, sous les tables, entre les bouteilles. Tout était prêt pour la rencontre. Lorsque l'extorqueur arriva, Vincenzo le fixa droit dans les yeux. Il savait que cet instant allait tout changer. L'homme parlait par détour, insinuait plus qu'il n'exigeait, mais nul besoin d'être explicite. Tous deux savaient ce qui était en jeu. Vincenzo le refusa. Face à face, il lui dit « Je n'ai jamais payé, et je ne vais pas commencer aujourd'hui. » Cette phrase le condamna, mais elle fit aussi de lui quelque chose que Palerme n'avait pas vu depuis des décennies. Un commerçant qui ne se mettait pas à genoux. Quelques jours plus tard, son témoignage fut décisif pour traduire l'extorqueur en justice. Il devint le premier entrepreneur en Sicile à désigner directement un mafieux devant un tribunal. Dans une terre où détourner le regard était la norme, il choisit de regarder en face. Depuis, il vit sous escorte permanente. 5 hommes armés l'accompagnent partout. Chaque sortie, chaque rendez-vous, chaque repas, chaque nuit, cette routine porte un nom en Italie. Vita blandata, une vie blindée. Mais Vincenzo n'est pas parti. Il n'a pas vendu son restaurant. Il n'a pas quitté sa ville. Car s'il cédait, la mafia ne gagnerait pas seulement de l'argent,
elle gagnerait le droit de continuer à gouverner. Son exemple fut un déclencheur. D'autres commerçants commencèrent à le suivre. Une douzaine. Puis davantage, la peur commençait à changer de camp. Chapitre 3. L'espionnage silencieux. La mafia n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Un geste suffit. Un regard silencieux peut valoir une condamnation. Mais depuis des années, quelqu'un d'autre écoute aussi, en silence. La police italienne. Des équipes spéciales qui travaillent depuis des pièces cachées, avec des enregistreurs allumés et des micros dissimulés. Ils n'affrontent pas la mafia avec des armes. Ils l'affrontent avec des enregistrements. Au cœur de Palerme, dans un appartement ordinaire d'un immeuble résidentiel, se cache l'un des centres de surveillance les plus actifs d'Italie. Même les voisins l'ignorent. Même les couloirs ne mènent pas directement à la rue. Tout a été conçu pour passer inaperçu. Là, des agents spécialisés écoutent des conversations 24 heures sur 24. Certaines captées depuis les égouts, d'autres depuis les murs des commerces ou à travers des câbles tendus sur les toits. La mafia ne le sait pas, ou ne veut pas le croire. Parfois, il suffit d'une phrase mal placée, d'une allusion à un paiement, d'une instruction hors contexte, et le filet commence à se resserrer. En 2007, l'un de ces micros a révélé quelque chose d'insolite. Dans les quartiers de Palerme, la mafia fixait le prix de la viande. Ce n'était pas une métaphore. Il décidait littéralement combien devait coûter un kilo de steak dans chaque boucherie. Pourquoi? Parce que si les bouchers gagnaient plus, ils pouvaient payer plus facilement le pizzo. La police a décidé d'intervenir. Elle a mis les suspects sous surveillance. Elle a installé des caméras dans des stations de lavage de voitures où les chefs se réunissaient. Elle a placé des micros dans les rues et utilisé des écoutes mobiles. Pendant des mois, chaque conversation a été analysée, chaque mouvement suivi, chaque lieu de rendez-vous surveillé. Le jour de l'opération, plus de 60 agents étaient déployés dans toute la ville. Objectif: démanteler la structure mafieuse qui extorquait les bouchers. À 16h50, le signal est arrivé. 3 suspects se retrouvaient à leur point de rendez-vous habituel. Cela semblait être une rencontre de plus. Mais cette fois, les agents étaient prêts. Les arrestations furent rapides, coordonnées, sans marge d'erreur. Une défaillance logistique, une voiture bloquée, faillit tout gâcher. Mais la seconde opportunité arriva. Et cette fois, ils ne manquèrent pas leur coup. 12 suspects furent arrêtés en une seule journée. Des capots, des intermédiaires, des collecteurs. Tous enregistrés, tous surveillés, tous en silence. Pendant des années, la mafia a cru qu'elle pouvait parler sans être entendue. Désormais, même ces murmures étaient des preuves. Des micros et des caméras invisibles captaient le pouls exact de l'organisation. Une nouvelle ère dans la lutte anti-mafia avait commencé. Non pas avec des scandales ou des fusillades, mais avec des données, avec de la surveillance, avec de la patience. Chapitre 4. Le journaliste qui ne se tait pas. À Partinico, un village de tout juste 30 habitants, à l'ouest de Palerme, se trouve une chaîne de télévision locale qui n'atteint guère plus de 150 personnes. Une antenne modeste, une rédaction de 3 pièces, une vieille caméra. Et un nom, Telegato. Ce qui semblait être une chaîne marginale devint le mégaphone le plus gênant pour la mafia sicilienne. Derrière le micro, un homme Pino Magnacci, cheveux en bataille, cravate de travers, voix éraillée, sans soutien politique, sans ressources, sans peur. Pino ne pratique pas un journalisme neutre. Il cite les noms, il désigne les propriétés illégales, il expose les liens entre politiciens locaux et clans mafieux. Et il le fait en direct, tous les jours, depuis son petit studio. Son style n'est pas élégant. Il est direct, combatif, sarcastique. Et cela fait de lui un problème pour tous ceux qui préfèrent le silence. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille Vitale, disait-il. Dans cette région, il n'était pas nécessaire d'en dire plus. Les Vitale contrôlaient des terres, des contrats, des appels d'offres. L'un d'eux, Vito Vitale, est condamné à la prison, à perpétuité pour de multiples meurtres, dont celui d'un enfant dissous dans l'acide. Mais leur nom continue d'inspirer la peur. Lorsque Pino dénonça publiquement une propriété construite illégalement par les fils du clan, on le frappa, on lui brisa le visage, on incendia sa voiture, on tenta d'écraser son fils. Il continua à émettre. Contrairement à de nombreux journalistes menacés en Italie, Pino ne se cacha jamais.
Il ne demanda pas de mutation. Il ne baissa pas le ton. Son journal télévisé, diffusé depuis une minuscule chaîne, devint un symbole national. Non pas pour son audience, mais pour son courage. La mafia avait l'habitude de réduire les voix au silence par la peur. Mais cette fois, la voix était plus forte. Chaque jour, il entre dans sa rédaction sous escorte. Il enregistre avec sa fille, monté avec son fils. Et à 14 h précises, il est en direct. S'ils veulent me tuer, ils devront le faire devant les caméras. Ils ont essayé plusieurs fois, mais ils n'ont pas réussi. Grâce à lui, une propriété illégale fut démolie. Grâce à sa voix, un spectateur victime d'un attentat osa dénoncer son agresseur. Je le fais parce que Telejato m'a montré que c'est possible. Dans une terre marquée par l'omerta, quelqu'un a parlé, et ce mot, prononcé au bon moment, pesa plus lourd que 100 balles. Chapitre 5, Corleone, terre de chef. Corleone, 11 000 habitants, une petite ville agricole nichée au cœur de la Sicile. Et pourtant, le monde entier connaît son nom, pas pour son vin, pas pour ses montagnes, mais pour un film. Le parrain a fait de Corleone un mythe, mais la réalité qu'il a inspirée était bien plus sombre. C'est ici qu'ont vu le jour les chefs les plus redoutés de la Cosa Nostra. Salvatore Riina, surnommé le chat sauvage, fut le visage de la terreur dans les années 1980. Il ordonna l'exécution de juges, de procureurs, de journalistes, de policiers. Il ne négociait pas, il imposait. Pendant 15 ans, il mena une guerre contre l'État italien. Plus de 50 assassinats, beaucoup en plein jour. Explosifs, balles, du sang sur les trottoirs. En 1992, son organisation plaça une demi-tonne de TNT sous l'autoroute menant à Palerme. Cible, le juge Giovanni Falcone. Il mourut, ainsi que son épouse et ses gardes du corps. Quelques jours plus tard, son collègue Paolo Borsellino fut assassiné de la même manière. La mafia montrait qu'elle n'avait ni limite, ni pitié. Après son arrestation, en 1993, Bernardo Provenzano prit les commandes. Depuis sa cachette, il instaura une nouvelle doctrine. Moins de violence, plus d'infiltration. Silence, argent, politique. Il transforma la mafia en une entreprise discrète et encore plus rentable. Pendant plus d'une décennie, il dirigea l'organisation depuis une ferme en périphérie de Corleone, jusqu'à ce qu'en 2006, il tombe à cause d'une fuite d'informations. Sa capture révéla l'usage des pizzini, des messages écrits à la main, scellés et transmis de personne à personne. Des pizzini qui ordonnaient alliance, extorsion, mariage et assassinat. Mais Corleone n'est pas seulement du passé. En 2017, le nom Riina est revenu dans les rues. Giuseppe Riina, fils du capo, sorti de prison après avoir purgé une peine pour association mafieuse. Il marche librement dans le village. Sa sœur l'accompagne. Son beau-frère lui rend visite. Il est sous surveillance judiciaire, mais sans garde du corps. Les habitants le voient. Certains le saluent. D'autres se taisent. Personne n'oublie qui il est. Un jour, une caméra tente de l'interviewer en pleine rue. Sa réponse ? Le silence. Un silence plus lourd qu'une menace. Même la police locale évite de s'arrêter devant sa maison. « Nous ne voulons rien provoquer d'inutile », disent-ils. Ce n'est pas une peur explicite, c'est une prudence chronique. À Corleone, les noms de famille commandent encore. Aujourd'hui, beaucoup disent que la mafia n'existe plus, que les chefs sont morts ou en prison, que Corleone a changé. Mais quand un Riina recommence à marcher dans ses rues, les fantômes ne sont jamais loin. Chapitre 6. La terre volée. Pour un mafieux, rien n'a plus de valeur que la terre. Il peut trafiquer des armes, contrôler des contrats, blanchir de l'argent à l'étranger, mais son véritable symbole de pouvoir, c'est le territoire, la propriété. Chaque hectare est une déclaration, une marque, un avertissement. C'est pourquoi, lorsque l'État confisque des terres à la mafia, il ne leur retire pas seulement des revenus, il leur arrache le contrôle, le respect. Et cela est impardonnable. En périphérie de Corleone, on cultive aujourd'hui des champs qui, pendant des décennies, appartinrent à des chefs mafieux, des terres tachées de violence, là où l'on prêtait serment de loyauté, où l'on cachait des armes, ou organisait des réunions clandestines. Aujourd'hui, ces champs produisent des tomates, du blé, des olives. Le changement n'a pas été automatique.
ni pacifique. Les propriétés furent légalement cédées à des coopératives sociales. De petites organisations, sans moyens, formées de jeunes agriculteurs, d'activistes, de volontaires venus de toute l'Italie, des gens sans expérience militaire, mais avec une conviction claire: la mafia ne peut plus continuer à semer la peur. Salvatore, l'un des responsables d'une coopérative, connaît le risque. Il y a quelques mois, on a tenté d'incendier l'un de ses champs. Les voisins ont aidé à éteindre les flammes avant qu'elles ne se propagent. Il continue de cultiver, sans protection, sans gilet pare-balles, uniquement avec ses mains. Que les chefs sont morts ou en prison, que Corleone a changé. Mais quand un Rihanna recommence à marcher dans ses rues, les fantômes ne sont jamais loin. Ces terres sont entourées de parcelles qui appartiennent encore à des familles de mafieux condamnés. Chaque jour, il passe devant elles. On se salue d'un signe de tête, mais la tension est constante. Pour accéder à certains champs, il faut traverser des chemins privés, parfois bloqués ou surveillés. Parfois, quelqu'un observe depuis une fenêtre, et personne ne dit un mot. « Nous ne sommes pas une entreprise comme les autres », dit Salvatore. « Nous travaillons sur des terres qui servaient autrefois à financer le crime. Les difficultés ne sont pas seulement les menaces. Il y a aussi les obstacles administratifs, le manque d'eau, le manque de machines, et un silence social qui, dans de nombreux villages, reste plus fort que le bruit d'une bombe. Les volontaires arrivent du nord de l'Italie. Beaucoup ne sont pas agriculteurs. Ce sont des étudiants, des professeurs, des militants. Ils viennent travailler la terre pendant l'été, pour apprendre, pour résister, pour prouver qu'un autre modèle est possible. Mais un détail frappe. Presque aucun jeune Sicilien ne participe. La peur est toujours là, héréditaire, silencieuse, paralysante. Ces coopératives n'ont pas fait disparaître la mafia, mais elles ont accompli quelque chose d'aussi important. Elles ont brisé son monopole symbolique. Là où régnait autrefois l'obéissance, il y a maintenant de la dignité. Là où la violence se cachait, poussent aujourd'hui des cultures. Là où l'on jurait fidélité, on construit désormais l'avenir. Chapitre 7. La peur change de camp. Pendant des décennies, la peur fut l'outil le plus efficace de la Cosa Nostra. La peur de parler, la peur de dénoncer, la peur de tout perdre, y compris la vie. Mais quelque chose a commencé à changer. Aujourd'hui, certains commerçants ne paient plus. Certains juges n'hésitent plus. Certains journalistes ne se taisent plus. Et la mafia, pour la première fois depuis longtemps, commence à se retourner. Les opérations clandestines ont démantelé des réseaux entiers. Les pizzini ont révélé des organigrammes cachés. Les caméras ont montré des visages qui, autrefois, ne se murmuraient qu'en secret. L'impunité n'est plus automatique. À Palerme, des restaurants affichent en vitrine une simple phrase. « Ce commerce ne paie pas le pizzo ». Une phrase qui, il y a 10 ans, aurait été une condamnation à mort. Aujourd'hui, c'est un signe de courage et de contagion. À Corleone, les terres confisquées ont retrouvé la vie. À Partinico, Telejato continue d'émettre, parfois avec des pannes techniques, parfois sous la menace, toujours avec la même voix. Chaque épisode, chaque procès, chaque agriculteur qui ne cède pas, compte, mais personne ne se fait d'illusions. La Cosa Nostra n'a pas disparu. Elle a muté. Elle a changé de visage. Moins de violence, plus de silence. Moins de balles, plus de contrats. Car la mafia sait attendre. Elle sait s'adapter. Elle sait se camoufler derrière des costumes, des partis, des appels d'offres, et c'est pour cela que le danger demeure. Parfois, il suffit d'un acte, d'un refus, d'une dénonciation, d'une caméra allumée. Il suffit que quelqu'un dise « non ». Car dans une terre marquée par des générations de peur, dire « non » est encore l'acte le plus révolutionnaire. L'histoire n'est pas terminée. Mais aujourd'hui, il y a plus de regards ouverts, plus de mains prêtes. Et, enfin, la peur a commencé à changer de camp. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a semblé importante, partagez-la. Car la mémoire, lorsqu'elle se transmet, devient conscience. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu documentaire comme celui-ci. Votre soutien nous permet de continuer à enquêter, à écrire et à raconter ce que d'autres préfèrent taire. On se retrouve dans le prochain épisode.